de façon épigénétique. Mais alors ça veut dire que quand on dit qu'on change d'alimentation et que le pesticide s'en va, c'est pas vrai. Alors, le pesticide s'en va si vous êtes vraiment au zéro chlordécone dont parlait monsieur Boutrin tout à l'heure. Parce que tous les toxiques, quand vous arrêtez totalement d'en consommer, vous commencez à les éliminer. Et vous avez cette notion qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie, elle est de 5-6 mois, 165 jours. Et vous savez que si la demi-vie est de 165 jours, l'élimination totale est 10 fois supérieure, c'est-à-dire 1560 jours, c'est-à-dire 5 ans. Ça veut dire que si vous arrêtez le 1er janvier totalement toute consommation de chlordécone, 1er janvier 2022, vous allez éliminer le chlordécone totalement de votre corps en 2026. En 5 ans. Hein? Donc cette élimination, elle prend énormément de temps. Je vous vois secouer la tête, professeur Multinier. Alors, je voulais aussi réagir sur l'étude Timoun, parce qu'en novembre, je vais laisser la parole au professeur Multinier, en novembre 2021, c'est pas vieux, on a eu des études qui ont été faites à partir de Timoun, c'est-à-dire cette cohorte, il y a 400 enfants de cette cohorte qui ont été revus, et on a retrouvé des troubles neurodéveloppementaux, des troubles de la visio-spatiaux. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'arrive pas à faire des figures géométriques à 7 ans, parce qu'il y a un trouble du cerveau, hein, c'est pas parce qu'il n'a pas compris, c'est parce qu'il y a une incapacité au niveau de son cerveau, il ne va pas lire, il ne va pas écrire, il ne va pas compter, il aura des dyspraxies, il ne saura pas tenir un crayon. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important que cette cohorte de Timoun qui a montré, je vais laisser la parole, mais je vais vous le terminer, cette cohorte Timoun qu'on a commencé en 2004, qui a montré que des femmes enceintes, quand elles sont contaminées par le chlordécone, peuvent donner naissance à des enfants qui, à l'âge de 7 ans, auront des troubles neurodéveloppementaux, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester dans le déni, hein, on ne peut plus considérer que c'est une fatalité. On a des examens, des études sérieuses qui montrent qu'il y a un lien formel entre chlordécone pendant la grossesse et troubles neurodéveloppementaux à l'âge de 7 ans. Et tous les enseignants vous diront que nous avons effectivement beaucoup d'enfants qui ont des autismes, qui ont des dyslexies, et on ne peut pas non plus se dire qu'il n'y a pas de lien avec les 92% de contamination. On reviendra. Maître Boutrin veut également réagir. Professeur Multinier, avant, je vous ai... Oui, non, juste peut-être une petite précision, ça ne change pas grand-chose, mais je voudrais quand même être un petit peu plus optimiste. Là, dans des travaux que nous avons récemment publiés, confirment que, tenant compte de ce qu'on appelle la demi-vie du chlordécone dans l'organisme, lorsqu'on cesse d'être exposé au chlordécone, essentiellement par voie alimentaire, le chlordécone va totalement disparaître de l'organisme dans un délai un petit peu plus court que celui signalé par le docteur Pélage, entre 2 et 3 ans. Voilà. Merci beaucoup, professeur Multinier. On va revenir sur ce sujet juste après. Ça, la Martinique détient le record du nombre de cancers de la prostate, on en parlait. Il y en a 180 qui sont découverts chaque année. Pour autant, tous ne seraient pas imputables au chlordécone, car il peut aussi avoir des lignées familiales. Voyez ce reportage, les images Stéphane Petitfrère et le montage Olivier Auguste. Ce matin, nous rencontrons Alain, chef d'entreprise. Quinquagénaire dynamique et plutôt optimiste malgré ses 2 cancers. Le premier, il y a 15 ans, cancer colorectal. Le second, il y a 4 ans, cancer de la prostate. C'est suite à plusieurs examens sanguins pour le contrôle du PSA et tout. Et on a vu le niveau était très élevé. Et à ce moment-là, on m'a dirigé vers un spécialiste pour pouvoir découvrir tout ça, quoi. On savait déjà depuis mon cancer de rectum auparavant qu'on ne pouvait plus avoir un enfant par la suite par rapport à plusieurs trucs. Puis on attend, et si après on vient être diagnostiqué positif pour ce cancer-là, ça peut être trop tard. Là, j'ai un traitement hormonal que je prends tous les 6 mois. C'est juste une injection comme vaccin, tout sur le dos des fesses, et puis c'est tout. Hein. Alain fait partie des 180 nouveaux cas de cancer de la prostate enregistrés chaque année. La Martinique détient le triste record mondial. 2500 hommes seraient suivis aujourd'hui en Martinique. Le chlordécone, la génétique, les causes sont multiples selon la plateforme régionale des cancers. C'est vrai qu'au niveau
niveau du registre des cancers, au niveau de plusieurs autres études nationales, internationales également, on essaie de repérer des causes, donc des causes génétiques, donc aussi des causes environnementales. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui peuvent se croiser pour pouvoir effectivement être à l'origine de cancer de la prostate chez l'homme. Le but est d'arriver à faire diminuer, à faire décroître dans une population, c'est le cas de toutes les populations martiniquaises, le taux de chlordécone. Et pour pouvoir y arriver, il faut chercher les habitudes. Ça veut dire que si on voit qu'on a un taux de chlordécone qui est élevé, et accompagner ces personnes-là dans un parcours, notamment un parcours nutritionnel. Mesurer dans un premier temps, le taux de PSA dans le sang est un indicateur. Les tests sont conseillés dès 50 ans, pas moins, malgré les chiffres alarmants et atypiques de Martinique. On note en Martinique des cancers de la prostate dès 40 ans, ce qui est assez inattendu. Ces cancers-là, c'est bien d'où l'intérêt de penser au diagnostic précoce. Le cancer de la prostate est curable. 94% des malades retrouvent une espérance de vie normale 5 ans après. Maître Boutrin, sur le volet santé, vous disiez il faut dire la vérité à la population. Ça veut dire quoi? On nous ment? Nous avons des exigences de vérité. Et ce soir, je ne souhaiterais pas qu'on s'enferme dans un débat scientifique. C'est nécessaire, effectivement, de connaître à la fois les pathologies qui sont des pathologies lourdes, mais nous avons affaire à un polluant organique persistant qui fait partie des 16 polluants les plus redoutables au monde et qui fait partie d'une convention, la convention de Stockholm, pour éliminer. Et ce polluant est de nature à entraîner la mort. Et c'est pour ça que nous autres avocats, nous demandons à ce que le crime d'empoisonnement soit reconnu. Deuxièmement, le volet judiciaire, on en parlera juste après. Deuxièmement, il y a effectivement le cancer et des pathologies lourdes. Mais nous pouvons faire pression aujourd'hui parce qu'il faut repenser toutes les politiques publiques qui ont été mises en place, le pilotage, notamment par la préfecture, des plans chlordécone. Les plans chlordécone sont inopérants. Il faut maintenant que les Martiniquais prennent à bras-le-corps ce dossier du chlordécone, notamment le volet sanitaire, parce que nous voulons effectivement avoir les moyens de généraliser le zéro chlordécone. C'est une application que l'on retrouve sur le portable. Nous l'avions initiée à l'époque au parc naturel. Faute de moyens, ça a été abandonné. On n'a pas besoin de dépolluer les terres. Les agriculteurs continuent à produire, mais nous examinons si effectivement la production est dépourvue de chlordécone. C'est ça, avec une blockchain, une application qui existe déjà. Maître Durimel de la Guadeloupe, vous êtes d'accord, vous partagez l'opinion de Maître Boutrin? Mais la plainte, quand elle a été déposée, c'était dans une quête de vérité. Et quoi qu'on puisse dire, ces 16 années d'investigation, dont peut-être 4 ou 5 de sommeil, ont permis de glaner beaucoup d'informations. Donc on a déjà commencé à cheminer sur cet objectif de vérité, mais ça, on ne saurait s'arrêter en chemin. Alors justement, en parlant de vérité, justement, moi j'ai découvert quelque chose en tournant cette émission, en préparant cette émission, c'est que les cancers masculins sont plus importants en Martinique, que les cancers féminins. Et ça, c'est en nombre, évidemment, en nombre, ils sont plus importants. Mais on n'a pas l'impression pourtant. Du sein est alors, attendez, cancer colorectal, cancer colorectal, cancer de l'estomac, ils viennent juste derrière le cancer de la prostate. Est-ce que, professeur Multinier, est-ce que vous avez déjà interprété ces données? Est-ce que vous les avez déjà mis en relation, justement? Non, le pourcentage de cancer masculin est élevé aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, lié à la proportion très importante du cancer de la prostate. Donc c'est un effet, je dirais, presque mécanique. Voilà. Il y a aussi d'autres cancers, le cancer colorectal aussi, le cancer de l'estomac, qui sont en nombre également. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de lien établi entre ces cancers et la chlordécone? Et puis je parle aussi notamment du cancer du sein, du myélome, par exemple. Vous savez, bien entendu, on ne sait pas tout sur les conséquences sanitaires qu'ont pu entraîner la pollution et la contamination des populations au chlordécone. Souvent, je dis, on en sait en tout cas suffisamment pour que l'action publique puisse être mise en place pour, avant tout, protéger les populations.
Donc, si des travaux ont été menés avec succès sur le cancer de la prostate, c'est au moins pour deux raisons. D'abord, le fait qu'il y ait un nombre important facilite, bien entendu, la réalisation des études. La deuxième chose, je ne pourrais pas rentrer dans les détails ici, c'est que nous, chercheurs, on ne va pas à la pêche avec un filet pour ramasser tout et n'importe quoi. Les recherches sont menées quand même avec de l'argent public. Nous sommes responsables de ces deniers et donc nous essayons de prioriser les travaux à partir des données existantes. Et nous avions beaucoup d'éléments objectifs qu'il fallait vérifier, bien entendu, concernant en particulier le cancer de la prostate, ne serait-ce... Et le cancer du sein, parce qu'on a... et le cancer du sein, excusez-moi, je vous interromps, professeur Multinier, parce que ici on parle beaucoup du cancer du sein, on parle beaucoup aussi de l'endométriose, et on croit savoir qu'elle est liée au chlordécone. Est-ce que ça... Vous dites on croit. Oui, je dis on croit parce que nous n'avons pas de chiffres, en fait. Oui, non, alors, attendez. Alors, prenons le cancer du sein. Le cancer du sein, certes, il y en a, c'est le deuxième cancer le plus fréquent. En même temps, il n'est pas un excès global sur les territoires antillais lorsqu'on compare, par exemple, avec les données de la France hexagonale. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'était dit le cancer du sein, on pourra le traiter. Ultérieurement, si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous n'avons pas eu soit les opportunités, soit les moyens financiers. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais la question est posée. Voilà. On ne peut pas, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, affirmer quelque chose qu'on ignore. Je répète, on en sait de toute façon, suffisante, je veux dire, pour que l'action publique, et là je rejoins beaucoup de propos qui ont été tenus par Maître Durimel et Coutrin, puisse avancer pour protéger les populations. On n'a pas besoin de tout savoir en long, en large et en détail sur les conséquences du chlordécone avant d'être actif et de protéger les populations. Merci, professeur Multinier. Pourtant, c'est la dernière information arrivée dans le dossier, justement, l'éventuel non-lieu après 16 ans de procédure. Avant d'envisager les prochains scénarios et comprendre cette issue inattendue, on va revenir sur les différents épisodes judiciaires avec ce reportage. Image Stéphane Petitfrère, montage Olivier Auguste. C'est une histoire sans fin. 15 ans de procédure, dont 10 où rien n'a bougé. La plainte des associations n'étant pas recevable. Après saisie de la Cour de cassation, l'enquête est enfin ouverte. Nouveau virage, mais n'était-il pas déjà trop tard? On a perdu 10 ans, là encore, pour enquêter sur cette affaire. Et quand les juges d'instruction ont commencé à enquêter, comme je le dis parfois, ils ont été un peu mous du genou. 10 ans sans le moindre geste, eu égard aux pathologies dont sont victimes les planteurs. Les associations écologistes commencent à piétiner et montent au créneau. Nous avons trouvé quand même quelques planteurs de bananes à l'époque, quelques petits planteurs qui ne comprenaient pas et croyaient que nous étions contre eux. Bon, c'était des petits planteurs. Bon, alors, je ne parle pas des gros planteurs. Pour eux, la soupe à mort, bon, ça n'a pas de sens. Puis, les consciences s'élèvent. Il faut qu'il y ait ça qui fait. Manifestation d'ampleur à l'annonce d'une éventuelle prescription. La Martinique est dans la rue. Samedi 27 février 2021, jour gravé, 10 000 personnes dénoncent complot d'État, assassinat, irresponsabilité. La Martinique est en colère. La presse nationale en parle 3 ans après la déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, sur la responsabilité de l'État sur ce scandale environnemental. Ça fait beaucoup de bien de voir qu'aujourd'hui il y a une vraie mobilisation, le peuple est dans la rue, le message est clair. Voir toute la population réunie comme ça, pour une cause, c'est assez exceptionnel. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, on sent la paix, on sent que tout le monde est impliqué. Les jeunes doivent être là parce qu'après tout, c'est l'avenir, c'est nous qui devons diriger bientôt cette Martinique et j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup plus de jeunes. C'est une question de respect. Moi, je suis française, il y a quand même des lois françaises et je veux que les lois soient respectées.
Incompréhension générale, car les preuves s'accumulent. Les ministres de l'époque ont été entendus lors de la commission parlementaire. Tout est fait pour que la procédure s'enlise le plus possible, pour que les personnes physiques responsables de cette pollution et cet empoisonnement ne puissent pas répondre de leurs actes. C'est vrai pour Jacques Chirac, c'est vrai pour Bernard Pons, c'est vrai pour Yves Ayotte. En 72, sous la pression des milieux béquets, appelons un chat un chat, et parce qu'il y avait une véritable connivence avec le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était déjà Jacques Chirac, et le secrétaire d'État au Dom-Tom, qui était déjà Bernard Pons, il y a une miraculeuse autorisation transitoire qui va être octroyée pour 4 ans pour tester. On n'a jamais vu les tests. La disparition de bordereaux de douane lève de multiples soupçons. À qui profite le crime? Le scandale sanitaire éclabousse les ministres de l'époque et nul n'est dupe. Le scandale, c'est que la justice ne trouve pas les documents et la commission d'enquête a les documents. Et c'est parce qu'on a retrouvé ces documents qu'on a pu établir la responsabilité de l'État, la responsabilité des importateurs, la responsabilité des importateurs producteurs, parce que c'est aussi ça, et aussi la responsabilité des groupements. Alors pourquoi ce possible non-lieu? S'il y a prescription, les coupables seront sans doute impunis, mais les dédommagements ne sont pas perdus. La réparation, c'est pas uniquement de l'argent. La réparation, c'est de changer les tuyaux d'eau qui ramènent l'eau chez les particuliers, l'ensemble du peuple martiniquais. La réparation, c'est dépolluer les terres. La réparation, c'est dépolluer les cours d'eau pour dépolluer la mer. Pas échouer le monde, mais que ceux qui ont profité de ça, qu'ils puissent payer. Par exemple, on a besoin de dépolluer les sols. On a besoin d'accompagner les victimes avec on prenne sur le... Parce qu'on sait qui a profité du crime. On sait qu'on puisse aller sur le compte, qu'on puisse sur le chiffre d'affaires, qu'on prenne de l'argent. Fin juin, les juges d'instruction donneront leur décision, non-lieu ou pas. En attendant, les avocats apportent de nouveaux documents au dossier, suivis par le pôle santé du tribunal judiciaire de Paris. Et on va tout de suite rejoindre Maître Durimel qui doit nous quitter dans un instant. Maître Durimel, on a entendu Maître Le Gavec dire, qui était également avocat des parties civiles, dire qu'on a perdu du temps, on a perdu 10 ans, les plaintes des associations n'étant pas recevables. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez, vous, ça? Mais je ne vais pas dans ce sens parce que la prescription ne court pas pendant le temps de l'instruction. Donc, ce n'est pas parce que l'instruction n'a pas bougé qu'il est prétendu que l'action est prescrite. On nous dit que l'action est prescrite parce que la dernière utilisation du chlordécone remonterait à 1993-1994 et qu'au moment où nous déposons notre plainte, en 2006, 3 ou 6 ans ou 10 ans, selon que ce soit un crime ou un délit, s'était écoulé. Donc, sur ça, je ne suis pas d'accord. Néanmoins, j'acquiesce quand il dit qu'on a perdu du temps. Tout le monde a perdu du temps. Les Martiniquais et les Guadeloupéens eux-mêmes ont pris 15 ans, 16 ans avant de se réveiller, alors que cette plainte est déposée en 2006. On les voit défiler en 2021. Pendant longtemps, tout le monde a ignoré notre combat contre le chlordécone, et y compris nous-mêmes. Et lorsqu'on dit qu'il faut voir les responsables et qu'on les cherche que du côté du gouvernement, il ne faut pas non plus occulter que des élus locaux ont fait du lobbying. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a un déni de justice, il y a une délinquance en col blanc. Comment vous l'expliquez, vous? Non, je ne cherche pas un mot qui frappe. Je dis que dans le fond, il y a eu un moment une sorte de crime systémique où tout le monde voulait du chlordécone, soi-disant, pour lutter contre le déséquilibre de la balance commerciale, contre la banane dollar. Il fallait protéger, sauver la banane antillaise. Et des élus guadeloupéens, martiniquais et d'autres encore, des technocrates antillais, font partie. Donc je veux dire, il faut élargir le spectre de la responsabilité et ne pas la chercher que du côté du gouvernement. Oui, l'État a failli dans sa mission constitutionnelle de nous protéger. C'est une mission de protéger notre santé. C'est une responsabilité régalienne. Et à cela, l'État a failli, préférant privilégier le profit
au lieu de la santé. Et donc c'est pour ça que nous cherchons à ce qu'il y ait un procès, mais un procès a des règles. Les règles prévoient que lorsque le dépôt de la plainte ou lorsqu'il s'est déroulé un certain temps, la poursuite ne peut pas être engagée. Donc moi je crois que le combat n'est pas perdu. C'est vrai, c'est bien de faire un tapage médiatique là-dessus et ça sert la cause, mais il faudra aussi que du point de vue juridique, que nous allions jusqu'au bout du combat, car je ne désespère pas que soit le juge, soit la Cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation disent le droit, car il me semble qu'une action peut pas être prescrite quand les parties civiles ne sont toujours pas en mesure de se défendre. C'est une jurisprudence de la Cour de cassation qui me dit l'action publique ne peut être prescrite qu'à partir du moment où les parties civiles pouvaient se défendre. Or, on nous dit qu'à ce jour, on recherche le lien de causalité entre le cancer de la prostate et autres cancers et la contamination au chlordécone. Donc, comment peut-on nous dire qu'il est trop tard pour agir alors qu'on nous dit vous n'êtes pas encore en mesure d'agir parce que vous ne savez pas s'il y a culpabilité ou soupçon de culpabilité. Juste avant de vous laisser partir, Maître Durimel, j'aimerais comprendre les actions de la Martinique et de la Guadeloupe. On voit qu'il y a des plaintes d'associations, des plaintes de collectifs, des plaintes de la Martinique, des plaintes de la Guadeloupe. Est-ce que ça ne manquerait pas de cohésion? Pour être plus fort, on dit souvent rassemblons-nous. Voilà. Il faut frapper ensemble. Il faut frapper ensemble. Alors finalement. La cohésion, nous l'avons voulu dès le départ, puisque c'est moi qui ai rédigé la plainte initiale et c'est moi qui ai contacté mes amis et confrères et mon ami Boutré sur le plateau et autres pour leur dire il faut qu'on s'associe. Ah, mais on voit qu'il y a des plaintes aussi depuis Paris aussi, Maître Le Gavec. Non, c'est venu après. C'est venu après. Bon, après, avant, l'essentiel c'est d'avoir une cause commune. Non, mais écoutez-moi, madame, vous m'avez posé une question, je vais bien sûr. On va répondre. D'accord, on ne va pas faire tête à marre. Donc je vous dis que dès le départ, nous avons voulu la cohésion. Quand la plainte a été déposée en 2006 en Guadeloupe, la Martinique a emboîté le pas et nous avons toujours voulu agir de concert. Les Martiniquais et les Guadeloupéens avocats se sont rencontrés il y a une semaine encore à Fort-de-France au Palais et nous sommes en train de nous préparer à lutter ensemble contre l'idée de la prescription à la Cour d'appel de Paris, à la Cour de cassation et au-delà s'il le faut, car il faut se battre sur le terrain, mais dans un état de droit, il faut argumenter en droit pour gagner. Et je ne doute pas qu'on puisse gagner parce que nous avons raison. Merci beaucoup, Maître Durimel. Je sais que vous avez d'autres occupations. Si vous pouvez rester avec nous encore 5 minutes, ce serait bien. Je vais passer la parole à Maître Boutrin. Maître Boutrin, on va peut-être essayer de faire un petit peu de pédagogie didactique pour bien comprendre l'affaire. Expliquez-nous ce que c'est qu'une prescription, un non-lieu, les parties civiles. Expliquez-nous un petit peu. Tout à fait. Tout d'abord, je suis d'accord avec... Maître Durimel est toujours là, donc c'est parfait. Vous nous écoutez, restez avec nous. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Maître Durimel. Je vais rajouter que, compte tenu de la souffrance des Martiniquais et des Guadeloupéens, nous devons faire preuve de pédagogie, de transparence et éviter tout esprit de polémique. Vous avez posé une question en ce qui concerne le non-lieu. Pour l'instant, nous avons un avis de fin d'information. Fin d'information des deux juges d'instruction sans qu'il y ait de mise en examen de quiconque. Ça veut dire que, alors que les ministres sont connus, les importateurs sont connus, il n'y a aucune mise en examen. Ceux qui ont décidé d'importer, on ne les met pas en examen. Aujourd'hui, quand il y a une fin d'information sans mise en examen, on s'achemine vers un non-lieu. Ce qui veut dire que les juges vont décider d'enterrer définitivement le dossier du chlordécone qui ne pourra plus sortir du néant judiciaire. Et pour quelle raison? Ils évoquent une prescription. Alors, Harry Durimel l'a expliqué, si effectivement la date d'interdiction du chlordécone, c'est-à-dire la fin des autorisations de mise sur le marché, 1993, la prescription pour un crime étant de 10 ans, ça nous ramène 93 à 2003. Or, la première plainte qui va mettre en mouvement l'action publique a été introduite en Guadeloupe en 2006 et nous en 2007. Et le procureur de Paris, le procureur Rémy, a fait un article dans une interview de France Santé, il nous dit qu'au moment où nous avions déposé la plainte, ça c'est cynique, en 2006, il y avait déjà prescription. Nous contestons et nous avons des arguments pour contester cela. Pour une raison bien simple,
la première ligne, première phrase de ce livre, nous disons, reprenons ce que Libération a dénoncé. En octobre 2002, je dis bien 2002, on a découvert 9,5 tonnes de chlordécone à Dunkerque et ça a été incinéré à Dunkerque. Ce qui veut dire qu'il y a un procès verbal d'infraction en 2002. Si la prescription c'est 2003, on a découvert en 2002 à Dunkerque également d'autres actes qui sont des actes interruptifs de la prescription. Le non-lieu impliquerait quoi? Le non-lieu impliquait qu'effectivement il n'y aurait plus de poursuite et que l'affaire serait définitivement sur le plan judiciaire enterrée. L'AMSES a également... Alors l'AMSES a porté plainte directement contre les ministres, parce qu'on a identifié les ministres de l'Agriculture qui ont donné les dérogations. Oui. Monsieur Jean-Paul Soisson, enfin c'est pas la peine de les nommer, oui, mais on les a identifiés. On les connaît, on les a identifiés. Voilà. C'est connu. Donc on a porté plainte devant la Cour de justice de la République. Pour que la Cour de justice de la République reçoive la plainte, il faut que la commission des requêtes accepte notre démarche. Et cette commission de requêtes a opposé une irrecevabilité en disant que l'AMSES ne prouvait pas qu'elle avait subi elle-même un préjudice. Mais c'est une question de forme. Et ça ne nous empêchera pas du tout de demander à des gens qui ont un cancer de la prostate de porter plainte contre ces ministres. C'est-à-dire que même s'il y a un non-lieu, nous allons faire rebondir la plainte en faisant des gens qui sont directement concernés par une pathologie porter plainte contre ces personnes qui ont été quand même identifiées. Et à partir de cette plainte de l'AMSES devant la Cour de justice de la République, les juges d'instruction ont interrogé ces ministres. Ils ont interrogé M. Soisson, ils ont interrogé M. Mermaz. Et ça a été dit dans la presse, c'est pas la commission d'enquête qui a interrogé les ministres, ce sont les juges d'instruction. Donc ça signifie que dans ce dossier d'instruction, il y a la responsabilité de ces ministres qui est expliquée, qui est explicitée. Et moi je pense, je voudrais quand même dire quelque chose d'important, c'est que même s'il y a un non-lieu, je voudrais quand même le dire, même s'il y a un non-lieu, ils ont quand même une responsabilité morale vis-à-vis de la population et nous espérons qu'ils vont s'excuser. Moi je crois que même si le dossier judiciaire... Dans le dossier du sang contaminé, on se souvient d'une phrase responsable mais pas coupable. Même si le dossier judiciaire ne peut pas aboutir à une condamnation, vous avez mis un produit qui a contaminé les sols pour 600 ans, qui a pollué une population, qui entraîne des décès de gens, du cancer de la prostate notamment, qui entraîne des autismes, des troubles neurodéveloppementaux, des obésités, des hypothyroïdies. Vous êtes un homme, vous vous excusez devant la population, et c'est ça que nous attendons. Vraiment pas sur le registre des excuses. Nous avons subi un préjudice sanitaire, pathologie lourde, cancer. Nous avons un préjudice économique. Les marins pêcheurs ne peuvent plus pêcher sans qu'il y ait des indemnisations. Des agriculteurs ne peuvent plus produire et nous payons l'eau cash avec le surcoût de la dépollution. Et il y a en plus un préjudice écologique qu'il va bien falloir proposer, pour lequel il va bien falloir proposer un New Deal écologique pour sortir de cette situation de terre polluée. C'est pour cela que nous disons, en ce qui concerne la manière d'aborder cette affaire, il va falloir que nous fassions peuple et que l'AMSES a été déboutée au motif qu'elle n'a pas intérêt à agir. Alors le message que l'on passe à ceux qui nous écoutent ce soir, ceux qui ont intérêt à agir, ceux qui sont directement touchés dans leur chair par les pathologies que l'on vient d'énumérer et le cancer, il faut qu'ils se bougent pour que l'on puisse effectivement saisir la juridiction spéciale, spécifique pour les ministres, de manière à la Cour de justice de la République, pour que l'on puisse condamner ces ministres qui, effectivement, ont délivré en toute connaissance de cause des autorisations de mise sur le marché de produits dont ils savaient qu'ils étaient dangereux et néfastes. C'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Maître Durimel, vous irez jusqu'à la Cour européenne? Bien sûr, et au-delà, s'il le faut, moi je pense que même en France, on peut bouger même la Cour de cassation, il peut y avoir une jurisprudence. Un crime qui pollue pour 700 ans, qui nous empoisonne quotidiennement en ouvrant notre robinet selon là où on habite, ne peut pas être prescrit. On ne peut pas être prescrit alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on a. Donc moi je crois qu'il y a ce combat-là sur le terrain et dans les tribunaux, dans les cours de tribunaux, c'est un combat que nous devons gagner. L'État, la justice, c'est au nom du peuple et pour le peuple. C'est pas contre le peuple. Encore faut-il que le peuple réclame justice et sache le faire.
en conjuguant les moyens juridiques et judiciaires avec la mobilisation de la société civile. Professeur Multinier, est-ce que le résultat peut peut-être motiver les analyses? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que le résultat, est-ce que l'issue finalement, l'issue judiciaire pourrait motiver de nouvelles recherches, de nouveaux travaux? Non, je crois que c'est plutôt l'inverse. Je veux dire, Maître Burimel et Maître Boutrin savent de quoi je veux parler. Il y a quelques années, j'ai été sollicité par un juge d'instruction du pôle de santé pour m'exprimer en tant que scientifique sur la réalité de la dangerosité du chlordécone et des risques sanitaires, notamment des risques pour les populations antillaises, qu'elles soient de Guadeloupe ou de Martinique. Et je pense que les travaux qui ont été conduits jusqu'à ce jour, même si on ne sait pas tout, je le répète, eh bien, sont suffisants en termes de nature pour expliciter, bien sûr, les demandes de réparation. Je n'entre pas dans le domaine judiciaire, ce n'est pas ma spécialité. Votre compétence. Merci, voilà, merci. Je voudrais juste rappeler quand même que en termes, puisque le mot causalité a été utilisé, les agences sanitaires qui sont l'ANSES et l'INSERM se sont clairement exprimés sur la vraisemblance causale du lien entre le chlordécone et le cancer de la prostate, et les commissions de reconnaissance des maladies professionnelles puis le gouvernement ont acté ces faits, ce qui permet qu'au jour d'aujourd'hui, le cancer de la prostate est reconnu comme maladie professionnelle chez les travailleurs ayant été exposés aux pesticides, dont le chlordécone. Et merci beaucoup, professeur Multinier. Juste une question. Oui, vous voulez réagir tous les deux. Alors allez-y. Je voulais dire concernant justement cette relation de causalité que le tribunal judiciaire de Paris a mené une expertise avec les personnes de l'INRA et ils ont conclu à une causalité directe entre le chlordécone et le cancer de la prostate par deux mécanismes que j'ai trouvé très judicieux, l'épigénétique et les perturbateurs endocriniens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on sait qu'il y a un lien direct entre la chlordécone et le cancer de la prostate, mais la reconnaissance des maladies professionnelles s'étend à tous les pesticides, ce qui est un petit peu pervers aussi pour nous. C'est-à-dire on ne peut pas dire que dans cette reconnaissance, on reconnaît le chlordécone en particulier. Spécifiquement. 681 à peu près agriculteurs, ouvriers agricoles ont été identifiés. En ce qui concerne la prescription, il faut que l'on dise à nos compatriotes, là encore, on a besoin de témoignages, parce qu'il y a eu des infractions occultes, c'est-à-dire une volonté délibérée d'empêcher à ce qu'on puisse découvrir la vérité, en dissimulant du chlordécone, en continuant dans des hangars à bananes. Encore aujourd'hui, je ne peux pas répondre là, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a dans notre dossier des procès-verbaux d'infraction qui datent, tenez-vous bien, de 2002, de 2003, de 2006. Donc, la prétendue prescription n'existe pas. On ne peut pas nous opposer aujourd'hui. Ce sont ces documents que vous allez France est un pays des droits de l'homme. Si réellement nous sommes, effectivement, comme nous sommes, les lois et règlements s'appliquent de plein droit chez nous, nous voulons à ce qu'il y ait un procès. Nous voulons à ce qu'il y ait des mises en examen et que les responsables soient punis de manière à ce que la population puisse ouvrir droit à la réparation que l'on attend pour tous les préjudices économiques, préjudices sanitaires, mais également il y a un préjudice dont on ne parle pas du tout, malheureusement. C'est un préjudice moral, qui est le préjudice d'anxiété, parce qu'à tout moment, ceux qui ont du chlordécone dans le sang, ils savent qu'ils peuvent déclencher un cancer, une maladie. C'est une bombe à retardement pour les générations futures. Ce préjudice qui est apparu avec des pathologies ou des affaires comme le Mediator, le sang contaminé, l'hormone de croissance et également. surtout avec les prothèses PIP, les prothèses mammaires PIP, et surtout pour l'amiante, a fait évoluer la jurisprudence. Et nous devons être très attentifs là-dessus, faire en sorte qu'on ne puisse pas baisser les bras. Il n'y a pas
que la plainte au pénal, il y a d'autres possibilités. Vous appeliez au témoignage, vous convoquez un peu les Martiniquais au témoignage ce soir. Est-ce que ça veut dire... Oui, on est resté passif trop longtemps. Maître Durimel qui est parti, qui nous a quittés, il avait d'autres occupations ce soir. Est-ce que ça voudrait dire aussi que ce sont ces documents que vous cherchez à apporter durant les 2 prochains mois à l'instruction? Nous avons déjà... Concrètement, parce que c'est ça, on se demande de l'extérieur quel type de documents. Pas en quantité suffisante. Des témoignages d'ouvriers agricoles, nous en avons, des témoignages de ceux qui ont travaillé dans la banane, et puis un certain nombre d'acteurs de l'administration qui savent, parce qu'il y a eu des infractions, ils ont signé des PV d'infraction. Mais là aussi, il va falloir que l'on ait un sursaut collectif, qu'on fasse peuple pour qu'on puisse obtenir réparation du préjudice que nous avons collectivement subi. Est-ce qu'il y a un manque d'indépendance de la justice en France? On peut dire oui et non. Oui, manque d'indépendance, parce que la France a été épinglée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'effectivement, dès lors que le procureur de la République, il a un supérieur hiérarchique, et sa hiérarchie, c'est une hiérarchie politique, qui est le garde des Sceaux, on ne peut pas avoir la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et l'autorité judiciaire. C'est une particularité dans le droit européen, la France, où il n'y a pas justement cette séparation des pouvoirs. Le procureur, il prend ses ordres du ministre, du garde des Sceaux, du ministre de la Justice. Et cela, ce n'est pas une raison valable pour que l'on puisse dire qu'il y ait une indépendance de la justice. Les scandales sanitaires sont nombreux et durent beaucoup, vous les avez rappelés. Je vais vous demander un dernier tour de table parce que malheureusement, l'émission se termine. Professeur Multinier, c'est à vous. Votre conclusion sur cette émission? Non, j'insiste, les données en termes de dangerosité et de risque pour les populations sont assez bien établies. On ne sait pas tout. Il est nécessaire d'en savoir plus, c'est sûr, mais on en sait suffisamment pour que l'ensemble des actions publiques, alors qu'il y aille depuis la prévention, bien entendu, en termes d'exposition des populations, se développe, et bien entendu, cela va jusqu'à la réparation des dommages subis dans tous les domaines, comme Maître Boutrin vient de le souligner. Merci beaucoup, professeur Multinier. Maître Boutrin, c'est à vous pour la conclusion. Je pense que les Martiniquais, comme ils l'ont fait le 27 février 2021, doivent se mobiliser à nouveau le 28 mai 2022, parce qu'il serait surprenant et navrant de constater qu'au pays des droits de l'homme, on puisse laisser un crime impuni dans un déni total de justice, et surtout que le droit des victimes guadeloupéens et martiniquais soit bafoué. Et nous allons nous battre, après épuisement de tous les recours possibles dans le droit interne français, pour aller vers les instances européennes et internationales pour défendre le droit des Martiniquais. Merci, Maître Boutrin, pour cette conclusion. Et je terminerai par vous, Dr. Moi, je voudrais dire que ce n'est pas un empoisonnement passé, c'est un empoisonnement encore présent aujourd'hui et encore actuel du fait des limites maximales de résidus qui sont tolérés. Et c'est le vrai scandale, parce qu'on devrait, après un empoisonnement massif de la population, être au 0 chlordécone, comme on a été en 2003. En 2003, il y a eu un arrêté préfectoral interdisant de cultiver sur les terres chlordéconées, et nous avons rétrogradé depuis 2003. 2005, vous avez eu des limites de résidus, et en 2009, encore, il y a eu un nouvel arrêté ministériel autorisant la mise sur le marché de produits chlordéconés. Et c'est la raison pour laquelle l'ANSES a porté plainte devant le Conseil d'État pour demander l'annulation de ces limites maximales de résidus. Donc le problème du chlordécone, il ne faut pas l'enterrer. Ce n'est pas un problème ancien. Si nous ne sommes pas tous vigilants, c'est un empoisonnement au quotidien, permanent, encore actuel. Merci beaucoup, docteur Jos Pélage. Eh bien voilà, le verdict donc attendu, si je peux parler comme ça, si je peux m'exprimer comme ça, dans 2 mois, 2 mois et demi, ce sera fin juin, on en reparlera évidemment dans nos éditions. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci à vous de nous avoir suivis, très belle soirée.